Un jeune soldat, dont on se moquait parce qu'il ne disait jamais rien, avait une voix qui pouvait faire pleurer toute son unité, mais une seule personne l'avait remarqué. Quand quelqu'un lui a dit en rigolant de chanter, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Cette histoire raconte comment un moment qui a commencé comme une blague a changé des vies. Avant de commencer, si les histoires de gentillesse, de rédemption et de seconde chance te touchent, on aimerait que tu te joignes à nous. Abonnez-vous et rejoignez une communauté grandissante de personnes qui croient au pouvoir discret de la musique, de l'amour et du bien, surtout quand ce n'est pas facile. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Le ciel matinal au-dessus de la France avait la couleur d'un jean usé, douce, familière et fatiguée. Henri Dumas s'essuya les mains sur un chiffon taché de graisse et fixa le piano droit rouillé appuyé contre le mur du fond de son atelier. La poussière s'accumulait sur les bords comme de la dentelle oubliée. Il n'avait pas été touché depuis 4 ans, depuis qu'elle était morte. Dehors, le bruit du métal contre le métal résonnait, tandis qu'Emma, sa fille de 9 ans, enfonçait une clé à molette dans une vieille jante de camion comme si elle construisait un vaisseau spatial. Son rire flottait, clair et joyeux, le genre de rire qui fait fondre les cœurs. Il rappela à Henri une mélodie qu'il fredonnait le matin, à l'époque où il y avait des tasses de café pour deux, à l'époque où le chagrin n'était pas invité dans tous les coins de la maison. Il plia le chiffon et le posa soigneusement sur l'établi, comme s'il pliait une partie de lui-même. « Emma », appela-t-il, « prends ton manteau, on a du boulot aujourd'hui. Fort Ridgeline. » Elle s'illumina. « L'endroit où il y a l'armée. »« Oui, c'est ça. J'ai servi là-bas, tu te souviens ?» Elle acquiesça. « Il y aura des chars ? Probablement. Mais le plus important, ajouta-t-il en prenant sa boîte à outils, c'est qu'ils ont des camions dont les transmissions sont plus bruyantes que ton martèlement. » Emma gloussa, attrapa son carnet de croquis et le suivit jusqu'au camion. Alors qu'il roulait sur la route à 2 voies, passant devant des champs qui avaient connu de meilleures récoltes, Henri ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil au siège passager désormais vide, à l'exception d'un petit renard en peluche qu'Emma refusait de laisser à la maison. Il y avait des matins où il aurait juré entendre sa défunte femme fredonner au rythme du moteur. Le chagrin, avait-il appris, ne s'annonçait pas. Il murmurait. À Fort Ridgeline, les portes s'ouvrirent en grinçant. Les soldats s'affairaient en formation ou se regroupaient en cercle, buvant leur café dans des gobelets en papier et riant comme si la guerre n'était qu'un lointain souvenir. Mais Henri voyait la tension dans leurs épaules, les ombres dans leurs yeux. Cette tension ne vous quittait jamais vraiment. Il se gara près du parc automobile. Emma se précipita vers l'ombre, ouvrit son carnet de croquis et commence à griffonner la silhouette d'un char qu'elle voyait passer. Henri se mit immédiatement au travail. C'est alors qu'il l'entendit. Une seule note, fine, vacillante comme un oiseau qui teste ses ailes après une tempête. Il s'arrêta, la clé encore à la main, le cœur serré au milieu d'un battement. Le son provenait de l'ancien hangar à épave. La porte était entr'ouverte juste assez pour laisser passer la lumière du soleil et la poussière qui dansait en reflets dorés. Il la poussa pour l'ouvrir. Là, assise devant une guitare cabossée avec un pic cassé, se trouvait une jeune femme en uniforme. Ses cheveux auburn étaient tirés en arrière, mais quelques mèches tombaient librement autour de sa mâchoire. Ses bottes étaient détachées, ses yeux baissés et ses doigts tremblaient légèrement sur les frettes. La note s'évanouit. Elle marmonna un juron entre ses dents et saisit à nouveau le manche de la guitare. « Pas mal, » dit Henri gentiment. Elle a sursauté. « Désolé, » dit-il en levant la main. « Je ne voulais pas vous faire peur. » La femme se redressa immédiatement, sur ses gardes. « Je tuais juste le temps, monsieur, » dit-il en riant. « Ça fait longtemps que je n'ai pas été appelé monsieur. »« Appelle-moi Henri, » dit-il en jetant un coup d'œil à la guitare. « Tu joues ?» Elle haussa les épaules. « Avant, oui, mais plus maintenant. C'est drôle, la musique, » dit-il en s'appuyant contre le cadre de la porte. « Elle t'attend. Elle ne te juge pas quand tu y reviens. » Elle le regarda, puis le regarda vraiment, et pendant un bref instant, quelque chose brilla dans ses yeux. De la reconnaissance, du respect, ou peut-être juste de l'épuisement. « Élise, » dit-elle après un moment. « Soldat Élise Moreau. »« Eh bien, soldat Moreau, » répondit-il avec un petit sourire. « Cette note que tu as jouée, j'y ai entendu plus d'âme que dans la plupart des chansons à la radio. » Elle cligna des yeux. « On dit que je suis la plus calme ici. Je suppose que ce n'est pas un compliment. Être calme ne veut pas dire être vide, » dit Henri. « Parfois, ceux qui parlent le moins ont le plus à dire. » Elle ne répondit pas, mais ses doigts effleurèrent à nouveau les cordes, doucement. Incertaine, mais plus honteuse. De retour au camion, Emma tira sur sa manche. « C'était qui ? » « Juste quelqu'un qui apprenait à jouer, » répondit Henri. Emma pencha la tête. « Comme toi. » Il regarda le piano dans son esprit, celui qui prenait la poussière dans son atelier, et expira. Peut-être. Ce soir-là, après qu'Emma se fût couchée, Henri s'assit seul dans la cuisine.
Il sortit une partition jaunie d'un tiroir et la déplia. Les notes le fixaient comme de vieux amis oubliés. Il tapotait la table en rythme. 1, 2, 3. Une valse silencieuse. Il ne toucha pas au piano ce soir-là. Pas encore. Mais il le regarda plus longtemps qu'il ne l'avait fait depuis des années. Et au loin, sous l'écho des bottes qui marchaient et des cris des exercices, il pouvait presque entendre à nouveau cette note fragile, suspendue dans l'air comme une question, attendant une réponse. Le lendemain matin, le parc automobile de Fort Ridgeline s'anima au bruit des outils qui cliquetaient contre l'acier et aux éclats de rire occasionnels qui résonnaient dans la cour ouverte. La lumière du soleil se reflétait sur les clés, les bacs à huile et les visages fatigués. La plupart des gens bougeaient avec détermination. Henry bougeait avec ses souvenirs. Il se glissa sous un Humvee blindé, son corps habitué à cet espace exigu malgré les années. Les boulons étaient rouillés comme de vieux regrets. Il venait de commencer à desserrer un connecteur lorsqu'une ombre tomba sur le véhicule. « C'est toi le pianiste, c'est ça ?» demanda une voix. Henry se redressa, protégeant ses yeux du soleil. Un soldat qui ne devait pas avoir plus de 21 ans se tenait devant lui avec un sourire narquois. « Soldat Sanchez, tout le monde parle de la façon dont tu as fait irruption dans le Rec Hall comme une sorte de magicien de la musique. » Henry rit, s'essuyant les mains. « Tu ne crois pas tout ce que tu entends ? J'étais juste au bon endroit au bon moment, quand quelqu'un avait besoin d'un peu d'encouragement. Tu veux dire Mauro Sanchez, appuyé sur le capot d'une Jeep à côté ? Elle est bizarre, mec. Elle ne parle pas, mange toute seule, traîne sa guitare cassée comme si c'était un chiot. Elle a une histoire, demanda Henry. Pas pour la provoquer, juste par curiosité. Sanchez haussa les épaules. Je sais pas. Elle ne dit rien. Elle est arrivée il y a 6 mois. On dit qu'elle a essayé d'entrer dans une école de musique avant que Berkeley soit fermée ou à court d'argent. Je sais pas trop. Henry hocha la tête. Ça expliquait pourquoi elle traitait cet instrument comme un truc sacré et perdu. Il est retourné bosser, mais son esprit est resté dans cette salle des épaves. Cette fille, Élise, elle ne portait pas seulement la musique, elle portait le silence comme une blessure. Plus tard dans l'après-midi, Henry s'est retrouvé dans la salle des épaves. Pas par curiosité, mais par instinct. Il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un là-bas, encore moins Élise. Mais quand il ouvrit la porte, elle était déjà assise devant le vieux piano droit. On l'avait sortie de l'ombre, ses pieds étaient inégaux et une pédale pendait. Élise était assise devant lui, les 2 mains posées délicatement sur les touches. Elle ne jouait pas, elle était juste assise là, à écouter. Il ne voulait pas l'interrompre, mais elle prit la parole la première. « Tu jouais autrefois, n'est-ce pas ?» La question était douce, presque fragile. « Oui », répondit Henry en s'approchant. « Il y a longtemps. Que s'est-il passé ?» Il hésita. La plupart des gens ne posaient pas la question. Peu voulaient entendre la vraie réponse. « Ma femme, » dit-il doucement. « Le cancer. Ça a été rapide. La musique, c'était notre truc après son décès. Les notes n'avaient plus aucun sens. » Élise acquiesça lentement, comme si elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. « Parfois, dit-elle d'une voix à peine audible, je pense que le silence est plus sûr. » Il pencha la tête. « Tu as peur qu'on t'entende ?»« Non, » répondit-elle. « J'ai peur de ce qu'ils entendront. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, quelque chose qui frappa Henry en plein cœur. Pas de drame, pas de pitié, juste la vérité. Elle baissa les yeux vers ses mains. Mes doigts savaient exactement où aller. Maintenant, c'est comme si j'essayais de parler une langue dans laquelle je rêvais autrefois. Les rêves ne meurent pas, dit Henry. Ils attendent simplement. Élise a laissé échapper un petit rire. On dirait une carte Hallmark ambulante. Je vais prendre ça comme un compliment. Il s'est assis à côté d'elle sur le banc usé. Le piano a grincé sous leur poids combiné. Pendant un moment, aucun des deux n'a parlé. Puis, sans le regarder, Élise a murmuré « Tu peux jouer quelque chose ?» Henry n'a pas répondu. Il leva juste les mains. Les premières notes qu'il joua étaient hésitantes, comme lorsqu'on marche sur la glace, sans être sûr qu'elle tiendra. Mais rapidement, les accords se réchauffèrent. Un mineur, sol mineur, une progression simple mais pleine de souffle. Élise ferma les yeux. Elle ne chantait pas encore, mais elle fredonnait. Et le fredonnement trouva les espaces entre les notes comme la pluie dans les fissures de la terre sèche. Quand le dernier accord s'évanouit, elle ne dit rien. Mais il y avait des larmes sur ses joues. « Je chantais pour ma mère », dit-elle avant de partir. « Après ça, je n'ai plus chanté que pour prouver que j'en étais capable. »« Tu n'as plus rien à prouver maintenant, » dit Henry. Ce soir-là, Emma demanda à dessiner dans la salle des épaves. Elle aimait la lumière qui y régnait, dit-elle. Henry accepta. Il lui apporta son carnet de croquis et pendant qu'elle coloriait des chars de dessins animés en rose camouflage, Élise s'entraînait à jouer des gammes avec sa guitare dans un coin. « C'est toi la dame qui chante ?» demanda Emma sans lever les yeux. Élise s'interrompit, surprise. « Je trouve que tu chantes comme le vent au printemps », dit Emma d'un ton neutre. Élise sourit plus qu'elle ne l'avait fait depuis des jours. « Henry, à toi. »
Henri observait depuis le côté, émerveillé par la façon dont sa fille pouvait ouvrir des portes d'un simple mot, alors qu'il n'aurait jamais eu le courage de frapper. Emma termina son dessin et le montra. « C'est toi. » Le dessin était grossier, enfantin. Élise se tenait sur une petite scène avec des volutes autour de la bouche. « C'est ton chant » expliqua Emma. « Ça fait changer les couleurs du ciel. » Élise se mordit la lèvre. « C'est magnifique. »« Papa joue aussi de la musique » ajouta Emma. « Mais seulement quand il pense que personne n'écoute. » Élise leva les yeux vers Henri et leurs regards se croisèrent. Deux personnes prises sur le fait en train de se souvenir lentement de qui elles étaient autrefois. Alors que le jour déclinait et que le soleil français s'enfonçait derrière les baraquements, la salle des épaves se vida. Juste avant de partir, Élise toucha le piano. « Demain soir, dit-elle, la soirée des talents. Ils vont sûrement me demander de chanter à nouveau, pour rigoler. Alors chante, répondit Henri gentiment. Pas pour eux, pour toi. Élise acquiesça d'un signe de tête. Et cette fois, quand elle sourit, ce n'était pas avec réserve. La soirée talent à Fort Ridgeline n'avait rien de profond. C'était une soupape, une soirée de sketch, de karaoké faux et d'imitations douteuses de sergents instructeurs. Un moyen de rire, de se détendre et d'oublier un instant que tous ces visages en uniforme pourraient un jour se retrouver dans une situation dont ils ne sortiraient pas vivants. À 19h, la salle des épaves bourdonnait de chaises pliantes bon marché et de cette énergie nerveuse qui remplit l'air avant que quelqu'un ne soit humilié sur scène. Élise était assise au fond, son nom déjà griffonné sur la feuille d'inscription. Pas par elle. Bien sûr que non. Le soldat Sanchez s'en était chargé. Moreau va chanter. Il a crié à travers la pièce comme s'il avait trouvé une grenade. Vous feriez mieux de rester dans le coin. Il paraît qu'elle s'est entraînée à Berkeley ou un truc du genre. Des rires ont éclaté. Berkeley? Tu veux dire là où les hippies vont pleurer? Quelqu'un a répondu. Je croyais qu'elle ne connaissait qu'un seul accord. Non mec, elle connaît quelqu'un. Trop triste et encore plus triste. Encore plus de rire. Élise se figea. Elle sentit sa gorge se serrer et ses mains devenir froides. Elle ne s'était pas inscrite. Elle n'avait pas prévu de chanter. Et maintenant, elle était la blague de la soirée. Elle se retourna pour s'éclipser. Mais quelqu'un avait déjà bloqué la sortie arrière. Sanchez se tenait là, souriant. « Allez, Élise, laisse les garçons entendre à quoi ressemblent les rêves brisés. » Elle serra les mâchoires. Elle balaya la pièce du regard, à la recherche d'Henri. Il n'était pas là. Son pouls battait contre ses côtes, comme un tambour qui annonçait la panique. La pièce se brouilla à ses yeux, comme si son corps essayait de tout exclure. Elle avait déjà vu cela se produire au collège et au lycée. La scène leur appartenait toujours. Elle n'était qu'un objet de moquerie. « C'est à toi !» cria le MC depuis l'avant. Un autre soldat qui avait bu trop de caféine et qui manquait d'empathie. Soldat Élise Moreau. Applaudissons la star de Fort Ridgeline. Des applaudissements polis, des sifflements, des rires. Elle se leva lentement. Chaque pas vers la scène lui semblait être une trahison. Pas envers les autres, envers elle-même. Elle atteignit le micro et regarda la mer de sourire narquois. Sa guitare était posée sur un tabouret, légèrement désaccordé, tel qu'elle l'avait laissé dans la salle de répétition. Ils avaient dû la sortir juste pour ce moment. Elle était un spectacle. Ses doigts touchèrent les cordes et se figèrent. Elle fixa le sol, sa vision commençant à se brouiller. Les rires se calmèrent. La salle attendait. Elle ne pouvait pas le faire. Puis un son rompit le silence. Une corde, basse, douce, familière. Du côté de la scène, une silhouette apparut. Grande, calme, stable. Henri. Il traversa la pièce comme s'il était chez lui, poussant un piano droit usé qui n'avait manifestement pas été joué en public depuis des années. Le bruit de ses pieds en bois raclant le sol en linoléum était presque sacré. Personne ne dit un mot. Henri s'assit, ajusta le banc et leva les yeux vers Élise. « Tu n'as pas à faire ça toute seule. » Elle cligna des yeux, la gorge brûlante. Puis Henri s'est tourné vers la foule, d'une voix calme mais inébranlable. « Vous lui avez demandé de chanter pour plaisanter, a-t-il dit. Mais si vous voulez vraiment entendre quelque chose d'inoubliable, alors taisez-vous et écoutez. » Des halètements, des bruissements, personne ne riait plus. Élise a dégluti. Son cœur battait comme le tonnerre sous ses côtes. Elle a fait un pas en avant. Henri a joué un accord doux, un ré mineur, puis un ré, puis un mi mineur. La pièce se mit à tourner. Élise ferma les yeux. Elle prit une inspiration, pas superficielle et craintive, mais profonde et lente, à partir du diaphragme, comme sa mère lui avait appris quand elle avait 6 ans et qu'elle avait peur de chanter en solo à l'église. Puis elle se mit à chanter. Au début, ce n'était qu'un murmure, un son si faible qu'on pouvait à peine l'entendre. Mais il grandit comme le soleil se lève sur les plaines désertiques. Sa voix était claire, aiguë et envoûtante, s'enroulant autour des cordes d'Henri comme de la fumée, trouvant les poutres d'un toit effondré. Chaque note tremblait de retenue, puis de détermination. Ce n'était pas parfait.
c'était de la douleur mise en musique. Elle chanta un vieux hymne folklorique, Wayfaring Stranger, celui qu'elle chantait pour elle-même les nuits solitaires où personne n'applaudissait et où personne ne s'intéressait à elle. Je ne suis qu'une pauvre étrangère de passage qui voyage à travers ce monde d'ici-bas. Au deuxième couplet, sa voix s'était épanouie. Pas fort, juste vrai. Et ça a bouleversé la pièce. Les rires avaient disparu. Les têtes étaient baissées, les épaules affaissées. Et pendant quelques longues secondes, même les murs semblaient respirer différemment. Lorsque la dernière note s'est éteinte, Élise est restée immobile, non plus par peur, mais parce qu'elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait fait ce qu'il ne pouvait pas faire. Elle avait dit la vérité. Le silence était électrique. Puis quelqu'un s'est levé. Walter Jenkins, le vétéran du Vietnam aux cheveux gris qui passait la plupart de ses soirées seul, les mains jointes comme en prière. Il n'a pas parlé. Il a juste levé la main, la paume vers le haut, un salut militaire. Puis, lentement, d'autres ont suivi. Pas d'applaudissements, juste le silence. Parce que ce dont ils avaient été témoins n'était pas un spectacle, c'était une résurrection. Henri descendit du piano, les yeux brillants. Élise le regarda, la voix plus que chantante. « Henri, toi » murmura-t-elle. Il acquiesça. « Ne me remercie pas » dit-il doucement. « C'est toi qui as été courageuse. » Elle rit une seule fois, mais ce fut un rire sincère. Et pour la première fois depuis longtemps, elle comprit quelque chose. Elle n'avait jamais été la risée de tous. Elle était la réponse. Le lendemain matin, Fort Ridgeline semblait différent. Ni plus bruyant, ni plus calme, juste conscient. Quelque chose avait changé la nuit précédente dans ce hangar poussiéreux. Et même si le soleil se levait toujours au-dessus des mêmes barbelés et des mêmes hangars en acier, l'air était désormais imprégné d'un murmure indicible. Du respect, peut-être même des regrets. Le soldat Élise Moreau le ressentait aussi. Elle était assise seule au fond de la cantine, devant son plateau de petit déjeuner intact. Pour la première fois depuis son arrivée à la base, elle n'était pas invisible. Toutes les têtes se tournèrent à son entrée. Les conversations s'éteignirent à son passage. Quelques-uns lui adressèrent un signe de tête rapide et maladroit, comme pour s'excuser sans mots, mais personne ne rit. Elle n'était pas habituée à ce genre de silence. Ce n'était pas un silence méprisant. Il était lourd, curieux, prudent. « Salut » dit une voix. Elle leva les yeux. Soldat Sanchez, le même homme qui l'avait inscrite à la soirée des talents pour plaisanter. Il se dandinait, tenant un plateau avec des œufs et du café. « Je peux m'asseoir » Élise cligna des yeux, puis acquiesça légèrement. « Oui. » Elle se leva et alla s'asseoir à côté de lui. « Soldat Sanchez, le même homme qui l'avait inscrite à la soirée des talents pour plaisanter. » Il se dandinait, tenant un plateau avec des œufs et du café. « Je peux m'asseoir » Élise cligna des yeux, puis acquiesça légèrement. Il s'assit en face d'elle, s'éclaircit la gorge et regarda partout sauf vers elle. « Écoute » commença-t-il à propos de la veille. Elle ne dit rien, laissant le silence s'installer. « Je ne pensais pas que tu allais vraiment monter sur scène, marmonna-t-il. Je pensais que c'était juste pour rigoler. Mais tu étais bonne, vraiment bonne. » Élise finit par croiser son regard. « Tu pensais que j'allais m'étouffer. » Il grimaça. « Je ne voulais pas te faire de mal. »« Si, tu voulais, » dit-elle doucement. « Mais ce n'est pas grave, » dit-il en baissant les yeux, le visage rouge de honte. « T'as du cran, » marmonna-t-il. Elle acquiesça d'un signe de tête et retourna à ses œufs intacts. Sanchez se leva pour partir, mais s'arrêta. « J'espère que tu continueras à chanter. » Quand il s'éloigna, Élise sentit ses épaules se détendre. Non pas parce qu'elle lui avait pardonné, mais parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas besoin de son pardon pour chanter à nouveau. Henri Dumas avait observé toute la scène depuis un coin proche. Il n'avait pas l'intention d'écouter, mais voir quelqu'un retrouver sa voix, même en silence, était quelque chose qui valait la peine d'être vu. Emma était assise à côté de lui, occupée à dessiner une version caricaturale du piano de la veille, avec son propre petit gribouillage représentant Élise debout triomphalement dessus. « Tu crois qu'elle va chanter à nouveau » demanda Emma sans lever les yeux. « J'espère bien » répondit Henri. « Elle était mieux que maman, hein ?» Les mots tombèrent doucement, mais Henri les sentit frapper profondément. Il se tourna vers sa fille. « Ta mère avait sa propre magie. Mais Élise, oui, il y a quelque chose de différent chez elle. » Emma acquiesça satisfaite et retourna à son dessin. Plus tard dans l'après-midi, Élise se retrouva à nouveau devant la salle des épaves. Les portes étaient toujours ouvertes. Le piano de son ancien adversaire, désormais compagnon inattendu, était à la même place où Henri l'avait laissé. Elle n'entra pas, pas encore. Elle resta là, à le regarder. « Tu sais, » dit Henri derrière elle, « la plupart des gens seraient partis après ce qui s'est passé hier soir. » Élise ne broncha pas. « J'ai failli le faire. »« Mais tu ne l'as pas fait, » dit-il. Elle se tourna vers lui. « J'ai chanté parce que je n'avais plus rien à perdre. Mais maintenant j'ai de nouveau peur. » « Peur de quoi ? Qu'ils s'y attendent. De les décevoir. De tout perdre à nouveau. » Henri croisa les bras. « Tu n'as pas chanté pour eux.
Tu as chanté pour toi. C'est ce qui a fait toute la différence. » Elle resta silencieuse un instant. « As-tu joué après le décès de ta femme ?»« Non, répondit-il. Jusqu'à hier soir. » Élise eut l'air surprise. C'était ta première fois depuis. Il acquiesça. Emma s'asseyait parfois sur le banc et me demandait de jouer. Mais je ne pouvais pas. J'avais l'impression que jouer serait trahir le silence avec lequel nous avions appris à vivre. « Alors pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Henri sourit, faiblement mais sincèrement. « Parce que tu avais l'air d'avoir besoin que quelqu'un te dise « Tu as le droit de te faire entendre ». Ce soir-là, Élise retourna seule dans la salle déserte. Pas de foule, pas de projecteur, juste elle, le piano et la poussière qui commençait à retomber. Elle ne joua pas. Elle resta simplement assise. Elle posa ses doigts sur les touches usées, ferma les yeux et respira. Elle se souvint de la voix de sa mère, douce et chantante, pleine de chaleur. Elle se souvenait des nuits passées dans des foyers d'accueil, retenant son souffle lorsque les portes claquaient et que les téléviseurs hurlaient, s'accrochant à une mélodie dans son esprit comme à une bouée de sauvetage. Elle se souvenait du silence qui suivait chaque fois qu'elle essayait de chanter et qu'on lui disait de se taire, d'être réaliste, d'être petite. Et puis elle se souvenait du regard d'Henri lorsqu'il jouait à côté d'elle. Calme, patient, gentil, sans jugement, sans intention, juste de la musique. Élise posa ses deux mains sur les touches et commença à jouer, non pas une chanson qu'elle connaissait, mais quelque chose de nouveau qui prenait forme sous ses doigts. Un hymne lent et calme, sans paroles, juste des émotions. La porte s'ouvrit en grinçant. Henri se tenait sur le seuil, une boîte à outils à la main. Il sourit en la voyant. « Je pensais bien te trouver ici. Je ne sais pas ce que je joue, dit Élise. Peu importe, répondit-il. On dirait le début de quelque chose. Elle continua à jouer. Il s'approcha, posa la boîte à outils et s'appuya contre le mur. J'ai réfléchi, dit-il. Peut-être qu'on ne devrait pas juste laisser passer ce moment. Elle leva les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, et si on trouvait un moyen de l'utiliser pour que ça continue? Tu veux dire de la musique pour les gens qui en ont besoin? Ses doigts hésitèrent. Comme pour un concert, demanda-t-elle prudemment. Comme pour guérir, répondit Henri. Élise se retourna vers le clavier. C'est une bonne idée. Ce n'est pas juste une idée, dit-il. Il y a des gens dans cette base, dans ce monde, qui vivent avec des blessures que personne ne voit. La musique ne les guérit pas, mais peut-être qu'elle les aide à se rappeler qu'ils sont encore en vie. Elle resta silencieuse pendant un moment. Puis elle joua un accord doux en si mineur et acquiesça. À la fin de la semaine, le piano de la salle des épaves n'était plus un simple meuble. Les soldats commençaient à affluer dans la pièce pendant leurs heures de repos. Pas pour jouer, ni même pour parler, juste pour s'asseoir. Certains s'appuyaient contre les murs, les bras croisés et les yeux fatigués. D'autres se tenaient debout au fond, faisant semblant de ne pas écouter. Mais Élise savait bien que ce n'était pas vrai. La musique avait commencé à faire ressortir quelque chose ici. Pas de façon bruyante ou dramatique, mais de manière constante, comme une rivière qui reprend lentement son cours. Ça a commencé quand le soldat Riley, un mec tatoué sur les deux bras et connu pour ses bagarres dans le mess, s'est approché d'Élise après l'entraînement physique et lui a dit « Cette chanson me rappelle ma sœur. Je n'avais pas pensé à elle depuis des années. » Le sergent Dobbins lui a demandé si elle pouvait la rejouer. Celle avec le passage qui me fait penser à mon père. Même Sanchez, timide et hésitant, s'attardait devant la salle de musique avec un café à emporter et lui faisait un signe de tête avant de continuer son chemin. La chanson n'avait pas seulement stupéfié l'unité, elle l'avait adoucie. Un après-midi, Henri s'est retrouvé à accorder le piano sans qu'on lui demande. Ce n'était pas son tour de jouer de la basse ce jour-là, mais quelque chose dans la façon dont Élise jouait l'avait touché. Il s'était approché et avait commencé à l'accompagner. La chanson n'avait pas seulement stupéfié l'unité, elle l'avait adoucie. Un après-midi, Henri s'est retrouvé à accorder le piano sans qu'on lui demande. Il n'était pas prévu qu'il soit à la basse ce jour-là, mais quelque chose dans la façon dont Élise jouait, la façon dont ses doigts s'attardaient un peu plus longtemps sur les notes aiguës, comme si elle cherchait quelque chose d'inachevé, le rappelait sans cesse. Emma le suivait, portant un bocal rempli de boutons qu'elle disait destinés à la décoration. Elle s'était donnée pour mission de rendre la salle des épaves moins militaire et plus magique. Élise était déjà au piano quand ils arrivèrent. Elle sourit faiblement. « Toi encore, tu as l'air surpris, » dit Henri en s'agenouillant pour régler une pédale. « Ce piano m'a pratiquement adopté. Alors on devrait peut-être lui donner un nom. »« Emma, » dit-elle en jetant un coup d'œil par-dessus le piano. Élise rit. « Qu'est-ce que tu proposes ?» Emma réfléchit un instant. « Pourquoi pas Louisa? Elle a l'air d'avoir traversé beaucoup d'épreuves, mais elle joue toujours magnifiquement bien. » Henri et Élise échangèrent un regard. « Loua, c'est décidé, » dit Élise en tendant la main vers le piano comme pour saluer une vieille amie. Plus tard dans la soirée, Élise et Henri s'assirent devant la caserne et partagèrent un café chaud dans des tasses en étain. L'air automnal s'était rafraîchi
et le ciel était peint de lentes touches ambrées. « J'ai entendu quelque chose aujourd'hui, » dit Henri. « La femme d'un major est venue me voir pendant que je réparais sa Jeep. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas entendu son mari rire depuis des mois, jusqu'à la nuit où tu as chanté. » Élise cligna des yeux, prise au dépourvu. « Je n'ai rien fait de spécial, » murmura-t-elle. « C'est toi qui as fait le plus dur, » répondit Henri. « Tu l'as fait avec sincérité. » Il se sentait tranquille, à l'aise. Après un moment, Élise demanda « Pourquoi es-tu vraiment ici, Henri ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Je pense que je suis venu ici pour réparer des moteurs cassés, mais maintenant, je pense que je suis ici pour réparer quelque chose en moi. » Élise baissa les yeux vers ses mains. « Parfois, dit-elle doucement, j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie à me faire dire de me taire. Pas juste littéralement, mais comme « ne sois pas trop, ne prends pas de place ». La musique était le seul endroit où je n'avais pas à m'excuser d'exister. La voix d'Henri baissa. Et puis le monde a trouvé un moyen de rendre même ça trop. Elle acquiesça. Il la regarda. Elle semblait vraiment être plus qu'une simple soldate, plus qu'une fille avec une guitare et un regard méfiant. Comme si elle était quelqu'un dont il comprenait désormais parfaitement le silence. Je crois qu'il a dit qu'il était temps d'arrêter de traiter la musique comme un secret. L'idée est venue plus tard dans la semaine, sous la forme d'un homme dont personne n'attendait grand-chose. Walter Jenkins, sergent-major à la retraite, vétéran du Vietnam et résident grincheux officieux de Fort Ridgeline, est apparu devant la salle de récupération avec un bloc-notes à la main. « J'ai entendu ce que vous avez fait l'autre soir », a-t-il dit sans préambule. « J'ai passé quelques coups de fil. » Henri et Élise ont échangé un regard. Walter a continué. « Il y a une unité de traitement du SSPT dans le nord de l'État, petite, calme, pleine de fantômes qui ne parlent pas. Ils organisent des séances hebdomadaires pour remonter le moral, mais personne ne vient. Je lui ai dit que j'avais une fille qui chantait comme si elle demandait pardon, et un gars qui jouait comme si ses chagrins avaient enfin appris à respirer. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Tu veux qu'on y aille ?»« Quoi ?» demanda-t-elle. « Allez-y, dit Walter. Jouez pour eux. Pas d'uniforme, pas de grade, juste de la musique. » Henri se pencha en arrière, les bras croisés. « Tu es sérieux ?»« Je suis sérieux depuis 1968, » a dit Walter. « Et je sais quand il faut faire quelque chose. » Élise a hésité. « Je n'ai jamais joué devant un vrai public. Pas comme ça. » Walter l'a regardé droit dans les yeux. La semaine dernière, cette base s'est arrêtée pour écouter une fille qu'il respectait à peine. C'est aussi réel que ça. Le lendemain matin, Élise se tenait devant le miroir de sa chambre, son étui de guitare à côté d'elle. Elle ne portait pas son uniforme. À la place, elle portait un simple chemisier et un jean, quelque chose de banal, mais qui lui ressemblait. La version de elle-même qu'elle avait presque oubliée. Elle ne ressemblait pas à un soldat. Elle ressemblait à quelqu'un qui était prêt à être vu. Quand Henri arriva en camion, Emma était déjà attachée, son carnet de croquis à la main. Elle brandit un dessin. C'était une image d'Élise debout sous un projecteur, entourée de gens assis dans le noir, le visage illuminé d'émerveillement. « C'est toi qui as dessiné ça ?» demanda Élise. Emma acquiesça. « C'est ce que tu fais, tu illumines les gens. » Ils roulèrent en silence pendant un moment, la musique jouant doucement à la radio. Élise regardait par la fenêtre, une main posée délicatement sur son étui de guitare. Puis elle dit, presque à elle-même, « Tu penses vraiment que ça pourrait aider quelqu'un ?» Henri ne quitta pas la route des yeux. « Je pense que ça a déjà aidé quelqu'un. » Le centre de traitement du syndrome de stress post-traumatique près de Nantes ne ressemblait en rien à ce qu'Élise avait imaginé. Il n'y avait pas de murs recouverts d'affiches thérapeutiques ou de citations inspirantes. Pas de blouse blanche, pas de salle d'attente remplie de brochures pleines d'espoir, juste un bâtiment beige trapu qui se dressait tranquillement au milieu de champs secs et d'herbes tenaces, comme s'il avait lui aussi été autrefois quelque chose de plus grand avant que les tempêtes de la vie ne le réduisent à l'essentiel. Ils sont arrivés tous les trois juste après midi. Henri a garé le camion sous un petit coin d'ombre, tandis qu'Emma, toute excitée, serrait son carnet de croquis comme si c'était un passe pour les coulisses. Élise est restée sur le siège passager, la main posée sur l'étui de guitare sur ses genoux. « Ça va ?» a demandé Henri. Elle a hoché la tête, mais elle serrait son carnet plus fort. « J'ai déjà joué devant des soldats, mais c'est différent. » Il lui a souri. « Ils ne sont pas là pour un spectacle, ils sont là pour se souvenir qu'ils sont encore humains. » Elle l'a regardé. « J'ai déjà joué devant des soldats, mais c'est différent. » Il lui a souri. « J'ai déjà joué devant des soldats, mais là c'est différent. »« C'est vrai, » dit-il gentiment. « Ils ne sont pas là pour un spectacle. Ils sont là pour se rappeler qu'ils sont encore humains. » Elle le regarda. « Et si je me plante ? » « Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement, » répondit-il. « Tu dois juste être honnête. » À l'intérieur de la salle commune, il y avait petite, éclairée par de grandes fenêtres et un ventilateur qui cliquetait tous les 3 tours. Des chaises pliantes étaient disposées en demi-cercle. Pas de scène, pas de micro, juste de l'espace. Une infirmière nommée Carla
les accueillit avec un sourire poli et fatigué. Elle leur expliqua à voix basse que toutes les personnes assises sur ces chaises ne restaient pas longtemps. Parfois, elles partaient au milieu d'une chanson. Parfois, ils pleuraient et partaient sans dire un mot. « Ils ne sont pas impolis », leur assura-t-elle. « Ils sont juste en train de comprendre comment être ici. » Élise acquiesça, comprenant plus qu'elle ne pouvait le dire. Au moment où ils finirent d'installer la guitare, le clavier d'Henri sur un support et une petite enceinte qu'ils avaient apportée de la base, 7 hommes et une femme étaient entrés et avaient pris place. Personne ne parlait. Quelques-uns évitèrent le regard. Un homme tapait du pied sans arrêt, comme s'il comptait les secondes avant de pouvoir partir. Walter est arrivé quelques minutes plus tard, habillé d'une chemise à col et d'un pantalon repassé, comme s'il s'apprêtait à saluer quelqu'un. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste tapoté l'épaule d'Henri et a fait un signe de tête ferme à Élise. Puis, le silence. Élise s'éclaircit la gorge et s'avança. « Bonjour », dit-elle. Sa voix semblait plus faible ici. « Je m'appelle Élise. Je ne suis pas thérapeute. Je ne suis pas célèbre. C'est juste que j'étais très douée pour rester silencieuse. Et je suppose que maintenant, j'essaie autre chose. Personne ne rit. Personne n'applaudit. Alors, elle a commencé à jouer. La chanson était nouvelle. Pas répétée, pas peaufinée, juste brute. Elle chantait le poids, celui qu'on ne voit pas. Elle parlait des jours qui se répètent comme des disques rayés, du réveil sans savoir si on n'a plus peur de mourir ou de vivre. Sa voix ne s'est jamais brisée, mais elle tremblait comme une voix qui ne sait pas si elle a le droit d'être là. Les touches de Henri la soutenaient comme un échafaudage, maintenant la mélodie en place, sans jamais prendre le dessus, juste en l'accompagnant. À la moitié de la chanson, la femme assise sur la deuxième chaise s'est essuyé les yeux. À la dernière note, l'homme qui tapait du pied s'était complètement immobilisé. Après, personne n'a applaudi. Il n'en avait pas besoin. Un homme se leva, s'avança et regarda Élise longuement. Il ne dit rien. Il posa simplement une plaque d'identité usée à ses pieds et retourna s'asseoir. Élise se baissa, la ramassa lentement et la serra contre sa poitrine. « Merci ». Elle ne posa pas de questions. Certains fardeaux étaient des cadeaux qu'il valait mieux porter avec respect et non avec curiosité. Ils jouèrent 2 autres morceaux, plus doux. Henri chanta même en harmonie sur le dernier refrain, d'une voix chaude et assurée. Emma dessinait dans son coin, griffonnant des notes de musique tombant du ciel sur les paumes ouvertes des gens. Quand ils eurent terminé, quelques résidents s'attardèrent. Un homme d'une 60aine d'années aux mains tremblantes s'approcha d'Henri. « Vous avez joué en sol majeur, n'est-ce pas ?» Henri sourit. « Vous avez remarqué, hein? Vous jouiez avant ?» demanda l'homme en jetant un coup d'œil au clavier. « Avant que je ne reconnaisse plus mes propres mains, » répondit Henri en s'écartant. « Elle est à vous si vous voulez. » L'homme hésita, puis s'assit. Ses doigts flottèrent au-dessus des touches, hésitant. « Allez-y, jouez. » Henri sourit. Puis, lentement, il se mit à jouer. Ce n'était pas parfait, mais c'était de la musique, et c'était la sienne. De retour au camion, Élise était assise sur le haillon ouvert, la guitare sur les genoux, les mains encore en vibration. « Je pensais que je serais épuisée après ça, » dit-elle. Mais Henri la fit réagir en se penchant vers elle. « Mais je me sens plus comblée que je ne l'ai été depuis des années. » Il acquiesça. « C'est comme ça qu'on sait que ça marche. » Emma apparut avec un nouveau dessin représentant Élise tenant une lanterne lumineuse et guidant des gens à travers un tunnel sombre. « C'est toi, » dit-elle fièrement. « Tu les aides à trouver leur chemin. » Élise sourit en retenant ses larmes. « Non, ma chérie, » murmura-t-elle. « On s'aide mutuellement. » Alors qu'elle rentrait vers Fort Ridgeline, le soleil se couchait derrière elle et le champ s'étendait à perte de vue, doré. Pour la première fois depuis longtemps, Élise n'avait pas l'impression de s'éloigner de quelque chose. Elle avait l'impression de se diriger vers quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Le lendemain matin de la représentation à Nantes, la salle des épaves de Fort Ridgeline semblait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. La lumière du soleil pénétrait par les hautes fenêtres, se reflétant sur les grains de poussière qui dansaient au-dessus du piano usé comme des notes attendant d'être écrites. Louisa, le nom lui était resté, avait été accordée la semaine précédente, et elle trônait au centre de la scène comme une sentinelle silencieuse qui attendait. Walter Jenkins se tenait devant le vieux tableau noir près du mur du fond, dessinant un cercle banque de la détermination que seul un homme de 70 ans peut mettre dans un trait de craie. En haut du cercle, il écrivit « Bataillon de guérison ». Élise le fixa, un sourcil levé. « Ça ressemble étrangement à un plan », dit-elle en s'appuyant contre le cadre de la porte. Walter ne se retourna pas. « C'est le cas. On part sur les routes. » Henri répéta en entrant derrière elle, suivi d'Emma qui sautillait à ses talons. Walter se retourna enfin en se frottant les mains. « Toi, Élise au piano. »« La petite fille », corrigea Emma Henri avec un sourire. Walter acquiesça sans se retourner. « C'est ça, Emma ? Toute l'équipe. » Élise croisa les bras. « On a joué une chanson dans un centre de convalescence. On dirait que tu parles de Lusso. »
Je parle comme quelqu'un qui a vu une centaine de soldats revenir de la guerre sans jamais retourner chez eux, dit Walter d'une voix ferme. Et pour la première fois depuis des années, je les ai vus lever les yeux grâce à votre chanson. Personne ne répondit. Emma rompit le silence. Je pense que c'est un bon nom. Walter sourit. Henri regarda Élise. Qu'en penses-tu? Elle hésita. Je pense que j'ai peur parce que si on fait vraiment ça, ce ne sera pas un coup de chance. Ce sera réel. Et si c'est réel, ça peut se briser. La voix de Walter s'adoucit ou ça peut grandir. Les jours suivants ont été un tourbillon logistique. Walter a fait appel à ses anciens camarades militaires, ses commandants, son aumônier, les directeurs de la base. Ils ont organisé de petites séances de guérison dans des cliniques pour anciens combattants et des hôpitaux ruraux sous-financés. Pas de fanfare, pas de caméra, juste des chaises musicales et des gens qui avaient oublié comment ressentir. Henri a emprunté une remorque à un voisin et l'a renforcée lui-même pour transporter Louisa en toute sécurité. Emma a peint les côtés avec des couleurs vives et les empreintes de main des habitués de la salle des épaves, symbolisant la permission donnée au piano de quitter la maison et de commencer son pèlerinage. Élise a passé ses nuits à écrire des chansons. Ce n'étaient pas des chansons d'amour, c'étaient des chansons sur la vie, sur le deuil sans glamour, la solitude sans honte et l'espoir, brut, fragile, incertain, mais néanmoins présent. Elle ne les a pas écrites pour impressionner. Elle les a écrites parce que ses doigts ne la laissaient pas dormir tant qu'elle ne l'avait pas fait. Leur première performance officielle en tant que bataillon de guérison en dehors du réseau militaire a eu lieu dans une église délabrée de Lacs. La congrégation était réduite à 30 personnes un bon dimanche, mais les bancs étaient pleins ce soir-là. Des vétérans sont venus, des veuves et des infirmières aussi, et un homme qui n'avait pas parlé depuis la mort de son fils en Afghanistan, mais qui était maintenant assis au fond, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Henri a commencé la soirée avec un solo et un morceau instrumental au piano qui résonnait à travers les poutres en bois comme une prière. Élise a enchaîné avec une chanson intitulée « The Listening Room ». Elle l'a chantée les yeux fermés, laissant la mélodie trouver son propre chemin dans le silence. C'était une histoire, pas seulement la sienne, mais celle de tout le monde. Une histoire sur la perte. Le de Élise a enchaîné avec une chanson qu'elle a intitulée « The Listening Room ». Elle l'a chantée les yeux fermés, laissant la mélodie trouver son chemin dans le silence. Elle racontait une histoire, pas seulement la sienne, mais celle de tout le monde. Une histoire sur les pièces les plus silencieuses, qui sont celles qui ont le plus besoin d'être entendues. Quand elle a fini, le public n'a pas applaudi. Les gens se sont levés, pas pour applaudir, mais pour honorer. Comme s'ils comprenaient que quelque chose de sacré venait de se produire et qu'ils ne voulaient pas le briser avec du bruit. Dehors, sous la lumière vacillante du parking, Élise était appuyée contre la remorque. Son étui de guitare était posé à ses pieds. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de soulagement. Henri s'approcha et lui tendit un gobelet en carton rempli de café tiède. « Tu étais incroyable », lui dit-il. Élise expira, presque en riant. « Tu n'arrêtes pas de le dire. Un jour, je finirai peut-être par te croire. Alors je continuerai à le dire jusqu'à ce que tu y crois. » Elle but une gorgée de café amer qui la ramena à la réalité. Je pensais qu'elle disait tout bas que si je retrouvais un jour ma voix, je voudrais monter sur scène. De grandes lumières, un label, un nom en lettres dorées. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne, où les étoiles scintillaient faiblement derrière les nuages. « Mais ça, dit-elle, c'est mieux. » Henri se pencha vers elle. « Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont écouté. Pas parce que j'étais spécial, mais parce que j'étais sincère. » Il acquiesça. Après un moment, il dit « Tu sais, moi aussi, j'écris. » Élise se tourna vers lui, surprise. « Tu écris des chansons ?» Il sourit. « Juste de la musique, pas encore de paroles. Je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Je pense qu'on peut s'arranger, dit-elle doucement. Il y eut un silence, pas gêné, juste assez long pour sentir la question implicite entre eux. Est-ce que c'est plus que de la musique? Mais aucun d'eux ne le dit. Pas encore. Au lieu de ça, Élise a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti quelque chose de métallique et usé. La plaque d'identité qu'on lui avait donnée au centre pour le syndrome de stress post-traumatique. Elle a passé son pouce sur la surface. « On devrait construire quelque chose avec ça », a-t-elle dit. « Tu veux dire un mur ?» a-t-il demandé. Pas en briques, mais avec ses plaques, des notes, des noms, des histoires, quelque chose qu'on emporterait avec nous à chaque concert. Henri la regarda, et à ce moment-là, il ne vit pas une fille qui avait été moquée parce qu'elle chantait. Il vit une femme qui reconstruisait tranquillement le monde à chaque souffle qu'elle osait prendre. 3 jours plus tard, le mur était né. Walter l'appela le mur des échos. Élise l'appela les notes qu'il n'avait jamais jouées. Emma l'a juste trouvé magnifique. Ils l'ont accroché à côté de Louisa dans chaque salle, laissant les gens venir y accrocher des plaques d'identité, des photos, des lettres, voire des serviettes en papier déchiré sur lesquelles étaient écrites des paroles de chansons d'une écriture tremblante.
chacune offrant un fragment de douleur et créant ensemble, d'une manière ou d'une autre, un cœur de guérison. L'hôpital militaire d'Abalen était plus calme que la plupart des autres. Il ne résonnait pas du cliquetis des lits en acier, ni du bourdonnement des interphones surchargés. Il bourdonnait simplement au rythme des mouvements lents, des fauteuils roulants qui tournaient dans les coins, des infirmières qui poussaient des potences à perfusion, et du temps qui s'écoulait comme l'eau d'un vieux tuyau. Le bataillon de guérison est arrivé juste avant le crépuscule. Emma a été la première à descendre du camion, s'étirant et faisant craquer ses doigts comme un boxeur avant un combat. Elle avait baptisé cet arrêt « le grand silence », une expression qu'elle avait écrite en lettres majuscules sur la première page de son nouveau carnet de croquis. « Cet endroit est différent », murmura-t-elle à Henri alors qu'il soulevait Louisa avec précaution de la remorque. Il acquiesça. C'est le genre de silence qui n'est pas vide, mais qui attend. À l'intérieur, Élise balaya du regard le long couloir menant à la salle commune. Ses bottes claquaient doucement sur le linoléum. Sa guitare lui semblait plus lourde que d'habitude aujourd'hui, tout comme son souffle. Carla, l'infirmière de Nantes, l'avait recommandé. « Il y a un homme là-bas », avait-elle dit au téléphone. Il chantait à l'église, il était enfant de chœur, puis il a arrêté de parler. Il disait que la musique l'avait trahi, c'est le mot qu'il a utilisé, trahi. À présent, tandis qu'Élise passait devant des affiches défraîchies annonçant des séances de thérapie de groupe et des drapeaux encadrés derrière une vitre, elle ne pouvait pas se sortir cette phrase de la tête. La musique ne l'avait jamais trahi, mais les gens, oui. Ils s'installèrent en demi-cercle, comme d'habitude. Pas de scène, pas de micro, juste le clavier portable de Louisa Henry, un tabouret et le mur d'écho soigneusement reconstitué à partir des étiquettes et des notes rassemblées dans la remorque. Alors que la pièce se remplissait, Élise ressentit à nouveau cette tension dans l'air. Certains auditeurs arrivaient avec le visage ouvert. D'autres arrivaient comme des cartes pliées, froissées, fatiguées, indéchiffrables. Puis elle l'aperçut, seul, au dernier rang. Un homme aux cheveux blancs comme neige et au regard comme du granit fissuré. Ses mains tremblaient, tandis qu'il ajustait une paire de lunettes épaisses sur son nez. Une infirmière lui murmura quelque chose à l'oreille. Il ne hocha pas la tête, il ne cligna pas des yeux, il se contenta de le fixer. Élise se figea. Elle reconnaissait ce visage. Il avait vieilli comme le sien, mais elle le connaissait. Pasteur Michel, son père adoptif, l'homme qui s'était autrefois assis à côté d'elle devant un vieux piano droit et lui avait dit qu'elle avait un don de Dieu. Et plus tard, l'homme qui avait fermé le couvercle de ce piano lorsqu'elle l'avait supplié de la laisser passer une audition de musique dans une ville voisine. « La musique n'est pas un avenir », avait-il dit, « c'est une vanité. » Et quand elle avait pleuré, il avait répondu « Le silence forge la discipline ». Elle ne lui avait pas adressé la parole depuis ses 17 ans. Et maintenant, il était assis, sans le savoir, dans le public de la femme qu'il avait autrefois apprise à se taire. Henri remarqua son hésitation. « Ça va ?» murmura-t-il en ajustant son banc. Élise eut la voix serrée. « Il est là. » « Qui ?» Elle fit un signe de tête vers le fond de la salle. Henri suivit son regard, puis se tourna vers elle. « Tu veux passer ton tour ?» Élise fixa à nouveau le vieil homme, la gorge serrée. Le passé avait le don de vous rendre muet si vous le laissiez faire. Elle secoua la tête. « Non, je veux chanter. » Elle a commencé dans la salle d'écoute. À mi-chemin, elle a vu dans le regard de Michel une expression confuse, de reconnaissance, de souvenir. Quand elle a baissé la voix, ce n'était pas un signe de faiblesse, mais sa voix s'est approfondie à chaque couplet. Les paroles racontaient l'histoire d'une enfant qui avait appris à chuchoter pour garder la paix, qui cachait ses chansons sous son oreiller comme des livres interdits, qui avait trouvé sa voix dans la rébellion silencieuse de la survie. Au dernier refrain, son regard s'était fixé directement sur lui, et pour la première fois depuis des décennies, il avait l'air honteux. Après la dernière note, Hang s'est alors effondrée. Elle s'est assise en silence, respirant fort. Ses mains tremblaient, non pas de nervosité, mais de soulagement. La pièce est restée immobile. Puis, doucement, lentement, le vieil homme s'est levé. Il s'est avancé centimètre par centimètre, sa canne claquant sur le sol comme un métronome. Il s'est arrêté juste devant le mur d'écho. Tout le monde le regardait. Il plongea la main dans la poche poitrine de sa chemise en flanelle délavée et en sortit une photo. Elle était froissée, presque déchirée, mais encore lisible. Une petite fille au piano. Élise. Il l'épingla au mur avec une punaise qu'il avait apportée dans sa main, puis se tourna vers elle. « J'avais tort », dit-il. Sa voix était rauque, mais sincère. « J'avais tellement tort ». Puis il retourna s'asseoir. Pas de grands moments, pas d'applaudissements dramatiques, juste la vérité. Et ça suffisait. Plus tard, Henri et Élise s'assirent devant l'hôpital sous un réverbère qui bourdonnait comme un vieil amplificateur. L'air sentait vaguement le désinfectant et la sauge en fleurs. « Je ne m'attendais pas à ça », dit Henri. « Moi non plus », murmura Élise. Elle tenait toujours la guitare sur ses genoux.
Ses doigts étaient engourdis. « Je pensais que si je le revoyais un jour, je ressentirais de la haine, dit-elle. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue, comme si j'avais porté sa voix dans ma tête pendant des années et que je m'en débarrassais enfin. » Henri acquiesça. Parfois, guérir, ce n'est pas réparer ce qui est cassé, c'est laisser partir ce qui l'a gardé cassé. Elle se tourna vers lui. Ses yeux étaient chauds, calmes, toujours calmes. Sans un mot, elle appuya sa tête sur son épaule, et il la laissa là. Aucun mouvement, juste la musique. Aucun d'eux n'avait besoin de jouer. À l'intérieur du bâtiment, le mur d'écho s'enrichit d'une voix supplémentaire, celle d'une photo d'un enfant qui réapprend à chanter. Élise n'avait pas beaucoup dormi ces 2 nuits depuis à Bolène. Pas à cause de cauchemars, ni à cause de l'apparition soudaine du pasteur Michel, ni même de ses excuses. C'était autre chose. Quelque chose de plus agité, comme une démangeaison sous ses côtes, un pouls sous sa peau, une note qui n'avait pas encore été jouée. Elle était assise au bord de la couchette, et les pieds de sa basse repliés sous sa guitare sur ses genoux, la lumière du petit matin traversant ses doigts. Son cahier était ouvert à côté d'elle, rempli de paroles griffonnées, de faux débuts et d'accords à moitié formés. Cette fois, elle n'écrivait pas de mémoire. Elle écrivait avec clarté. De l'autre côté de la base, Henri travaillait seul dans le garage, mais pas en silence. La vieille enceinte Bluetooth d'Emma bourdonnait faiblement à côté de sa boîte à outils, jouant l'un des morceaux qu'Élise avait enregistrés sur son téléphone. Il n'avait pas besoin de batterie, pas besoin de cordes ni de chœur, juste sa voix, rugueuse, honnête, tremblante par endroits, mais vraie, toujours vraie. Il réglait le carburateur d'un vieux Humvee, les doigts bougeant instinctivement. Mais son esprit n'était pas dans le moteur, il était au piano avec elle. Ce soir-là, Élise frappa à la porte de la caravane derrière l'atelier d'Henri. C'était là que Louisa vivait désormais entre ses concerts, les touches délicatement recouvertes, les pédales polies et fraîchement réparées. Emma avait même peint de petites étoiles sur les pieds en bois. Henri ouvrit la porte en s'essuyant les mains sur un chiffon. « On dirait que tu n'as pas cligné des yeux de la journée, dit-il. »« J'ai écrit quelque chose, » répondit Élise en brandissant le cahier. Il s'écarta. « Entre. » La pièce était chaude, légèrement parfumée par le cèdre et l'huile de moteur. Élise s'assit sur le banc, Henri à côté d'elle. Personne ne parla pendant un moment. Puis elle posa le cahier entre eux et commença à jouer. L'intro était douce, suspendue, une séquence qui donnait l'impression d'attendre au bord de quelque chose de sacré. Puis sa voix est venue. Pas forte, juste régulière. Dans les pièces où les voix se cachaient, j'ai cousu mon silence pour survivre. Mais maintenant, les silences apprennent à chanter. Et je ne crains plus la piqûre. Henri s'est figé, les mains sur les genoux, les paroles s'enroulant dans l'air comme un souffle sur une vitre froide. C'est dans cette pièce que j'ai été trouvé. Pas par des applaudissements, pas par la foule, mais par une main qui n'a pas repoussé le geste d'amour discret d'un inconnu. Au deuxième refrain, Henri jouait avec elle. Les cordes s'élevaient doucement sous ses mots comme un échafaudage pour une âme. Si tu écoutes attentivement, tu entendras le brisé se transformer en clair. Dans cette pièce où la guérison commence, non pas avec la musique, mais avec les cœurs. Le dernier couplet s'est évanoui dans un murmure, puis le silence. Élise s'est adossée, les larmes au coin des yeux, mais elle ne les a pas essuyées. Henri s'est tourné vers elle. « Ce n'est pas une chanson », a-t-il dit doucement. « C'est un hymne. » Elle a expiré, tremblante mais fière. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre s'en souciera. Moi, oui. Elle le regarda. Vraiment. Et quelque chose dans son regard ne ressemblait plus à de l'amitié. Cela ressemblait à un sentiment d'appartenance. Le lendemain matin, ils apportèrent la chanson à Walter. Il était assis sur sa chaise pliante habituelle, les bras croisés, le front plissé, tandis qu'il la jouait une fois dans la salle des épaves. Lorsque la dernière note s'évanouit, il ne dit rien. Il se leva, se dirigea vers le mur des échos et épingla un bout de papier sous une plaque d'identité. On pouvait y lire « Faites-leur entendre ça ». Puis il se retourna et dit « Jouez-la à Fort Ridgeline ». Élise cligna des yeux. « Tu veux dire ici, pour la cérémonie commémorative de la semaine prochaine ?» Le commandant basse a demandé quelque chose de motivant. « Ce que tu viens de jouer est bien plus que ça. C'est sacré. » L'annonce se répandit dans la base comme une traînée de poudre. Soldat Moreau interprétera une composition originale lors de la cérémonie commémorative du commandement. Certains ricanèrent, d'autres furent intrigués, mais la plupart restèrent silencieux. Élise essaya de ne pas trop y penser. Elle se concentra sur ses répétitions et le perfectionnement de sa respiration. Emma dessina une nouvelle couverture pour la setlist du bataillon de guérison. Élise debout devant un mur de lumière, sa guitare brillant. « On dirait qu'elle flotte », dit Henri en admirant le dessin. « C'est le cas », répondit Emma. Elle ne le sait pas encore. La veille du concert, Élise se tenait devant la salle des épaves, sa guitare sur le dos. La base était silencieuse.
Quelques lumières clignotaient à travers le complexe. Le vent faisait bruisser les drapeaux. Henri la rejoignit, un thermos à la main. « Tu n'as pas pu dormir ?» Elle secoua la tête. « Tu arrives à croire que ça arrive ?»« J'ai toujours pu, » dit-il. Elle se tourna vers lui, la voix basse. « J'ai peur, Henri. » Il s'approcha d'elle. « Alors chante une chanson qui te fait peur. C'est celle dont les gens se souviennent. » Elle rit. « Pourquoi sais-tu toujours quoi dire ?»« Je ne sais pas, » répondit-il en se penchant légèrement vers elle. « Je sais juste ce que tu as besoin d'entendre. » Ils restèrent ainsi un moment, deux personnes silencieusement liées par la musique et le sens. Élise regarda la scène de loin, une simple estrade devant le mât. Mais ce n'était pas le bois, les lumières ou le public qui occupaient ses pensées. C'était le message derrière la mélodie, les personnes qu'elle portait dans chaque couplet, la fille qu'elle était autrefois, ceux qui écoutaient encore en silence, et l'homme à ses côtés qui lui avait appris que parfois, l'amour le plus profond n'est pas bruyant. Il est constant. À Fort Ridgeline, le Memorial Day n'était pas une question de discours. C'était une question de noms. Les noms lus à haute voix, un par un, depuis un podium en pierre. Les noms gravés sur des plaques qui reflétaient le soleil matinal. Les noms murmurés en silence, portés dans des médaillons, glissés dans des poches, pressés contre les lèvres avant de s'endormir. Et maintenant, pour la première fois de son histoire, la basse ajoutait quelque chose de nouveau à sa tradition. Une chanson. À 9 heures, les gradins étaient pleins, les uniformes, les drapeaux raides en berne et un silence dans l'air qui faisait semblant que les oiseaux chantent plus doucement que d'habitude. Des rangées de bottes traînaient sur le gravier tandis que les familles, les soldats et les anciens combattants prenaient place. Henri se tenait près du fond, les mains dans les poches, regardant la scène se préparer. Louisa était assise sur un petit tabouret, le bois sombre du piano fraîchement poli brillait comme un cœur battant au soleil. Élise était derrière le rideau de la scène improvisée, accordant sa guitare pour la 3e fois, même si elle était déjà parfaite. Ses mains étaient froides, son cœur battait fort. « T'es prête ?» demanda Walter en ajustant le bord de son chapeau. Elle expira. « Non, mais j'y vais quand même. C'est comme ça qu'on sait que c'est important. » Emma apparut à côté d'elle, tenant un morceau de papier plié. « C'est moi qui ai fait ça, » murmura-t-elle. Élise le déplia. C'était un simple croquis d'elle sur scène, avec les mots « Tu chantes pour nous tous ». Élise sourit, retenant ses larmes. « Tenryu », puis le commandant de la base s'avança vers le micro. « Aujourd'hui, nous rendons hommage aux voix que nous avons perdues. Et c'est avec humilité que nous vous présentons une nouvelle voix. Une voix qui nous rappelle pourquoi nous nous souvenons. » Il recula, et le silence s'installa. Élise sortit lentement, la guitare en bandoulière. Pas d'uniforme, pas de médaille, juste une simple blouse bleue et un jean. Elle ressemblait à elle-même. Et d'une certaine manière, c'était plus puissant que 1000 uniformes bleus. Elle s'assit au piano. Une douce brise souffla sur la foule, soulevant quelques pages du programme posées sur les genoux de quelqu'un. Les doigts d'Élise flottèrent au-dessus des touches. Puis elle joua la première note. Elle était douce, délibérée, comme si elle frappait doucement à une porte qui avait été fermée depuis trop longtemps. Sa voix suivit. Dans les pièces où les voix se cachaient, j'ai cousu mon silence pour survivre. Les gens se sont tournés les uns vers les autres. Certains se sont penchés, d'autres ont baissé la tête. Mais maintenant, les silences ont appris à chanter, et je ne crains plus la douleur. Le mur d'écho se dressait juste derrière elle, flanqué de drapeaux. On y voyait des dizaines de plaques d'identité, des lettres manuscrites, des dessins au crayon, une alliance. Elle ne regardait pas le mur pendant qu'elle chantait, mais elle le sentait. Et eux aussi. Depuis le dernier rang, Henri ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Ce n'était pas seulement la mélodie, c'était la façon dont elle gardait le silence entre les couplets. Comme si ces moments de silence étaient tout aussi importants que les notes. Elle avait appris à ne pas remplir l'espace, mais à l'honorer. À côté de lui, Walter se tenait droit, les bras derrière le dos, la mâchoire serrée, mais les yeux brillants. « Ce n'est pas une chanson », murmura-t-il. « C'est une prière. » Quand Élise arriva au pont, sa voix trembla, non pas à cause de la nervosité, mais à cause d'une émotion si brute qu'elle fendit l'air. Si tu écoutes attentivement, tu entendras le brouhaha se transformer en silence. Une femme au premier rang a posé sa main sur sa poitrine. Un jeune marine s'est essuyé les yeux avec le revers de sa manche. Un vieil homme en fauteuil roulant a baissé la tête et a murmuré quelque chose. Peut-être un nom, peut-être un adieu. La dernière note a retenti, suspendue un instant de plus que prévu. Puis le silence s'est installé, pas celui qu'Élise redoutait. Ce silence était sacré, saint. Puis, sans un mot, ils se sont levés. Un par un, tous les spectateurs se sont levés. Pas d'applaudissements, pas de cris, juste leur présence, leur respect, leur révérence. Élise se tenait debout, les yeux brillants. Elle s'éloigna du piano, hocha la tête une fois et murmura dans le micro « Merci de m'avoir permis de m'exprimer. » Après la cérémonie,
Les gens ne vinrent pas pour la féliciter, mais pour lui raconter leur histoire, un par un. Une mère a montré à Élise une photo de son fils qui n'était jamais revenu de mission. Elle l'a mise dans la main d'Élise. Une infirmière de la clinique de la base a dit « Je travaille ici depuis 10 ans et je n'ai jamais pleuré lors d'une cérémonie commémorative jusqu'à présent. » Un adolescent lui a remis une lettre qui disait simplement « Ta chanson a donné à mon père une raison de parler aujourd'hui. » C'était la première fois en 4 mois. À midi, le mur des échos avait doublé de taille. Ce soir-là, Élise était assise sur les marches à l'extérieur de la salle des épaves, sa guitare à côté d'elle, les cheveux tirés en arrière. Le coucher de soleil peignait tout en tons de pêche et d'or. Henri s'approcha avec 2 tasses de café, sans sucre, exactement comme elle l'aimait maintenant. « Grosse journée », dit-il en lui tendant une tasse. Elle sourit. « Grosse, c'est le moins qu'on puisse dire. » Il s'assit à côté d'elle. Ils restèrent un moment sans parler, un silence mérité. Puis elle dit doucement « Quand j'étais petite, je pensais que je n'avais d'importance que si j'étais la meilleure, si j'obtenais le rôle, le solo, la bourse. » Henri la regarda et lui demanda. Elle lui jeta un coup d'œil, la voix douce. « Maintenant, je veux juste compter pour quelqu'un. » Henri posa sa main sur la sienne. « C'est déjà le cas, non ?» Et pour la première fois de sa vie, Élise ne se déroba pas. À l'intérieur, Louisa était assise, immobile, dans la salle sombre en ruine, les touches couvertes de poussière et de soleil, les murs résonnant doucement sous la brise qui s'engouffrait par la fenêtre cassée. Et dans le silence, c'était comme si le piano expirait, car parfois le silence est le plus fort. 3 mois plus tard, le bataillon de la guérison jouait à Guest House à Clisson, en France. La salle n'avait rien de chic. C'était une ancienne gare fermeture transformée en centre pour anciens combattants. Mais les chaises pliantes étaient toutes prises et il y avait des gens debout au fond, certains les bras croisés, d'autres avec des mouchoirs déjà à la main. Élise chanta le salle d'écoute en dernier. À présent, ses mains bougeaient avec une aisance acquise par la pratique. Sa voix était sûre et chaleureuse. Elle ne tremblait plus sur les touches et ne doutait plus des silences entre les couplets. Elle avait grandi dans sa chanson, et la chanson était devenue quelque chose de plus grand qu'elle. À la fin, un jeune homme en uniforme s'est levé et a murmuré « Merci de m'avoir rendu ma voix ». Après le spectacle, alors que les gens ajoutaient leurs plaques d'identité et leurs notes au mur des échos, Élise s'assit à côté de Louisa, passant doucement sa main sur le bord poli. Elle sentit Henri s'approcher avant de le voir. « Tu étais génial ce soir », dit-il. Elle sourit, fatiguée, mais sereine. « Je n'avais même pas réalisé qu'on était à Clisson jusqu'à ce que quelqu'un me tende une broche en forme de pomme de terre dans les coulisses. » Il rit. « On a fait un long chemin, n'est-ce pas ?» Elle leva les yeux vers lui, le voyant vraiment. Pas seulement l'homme qui l'avait sauvé sur scène le premier soir, mais l'homme qui était resté, qui avait continué à se présenter. Pas seulement des kilomètres, dit-elle, des vies entières. Ils restèrent silencieux tandis qu'Emma sautillait vers eux avec un nouveau croquis. Celui-ci les représentait tous les 3. Élise avec sa guitare, Henri au piano, Emma peignant des étoiles sur les jambes de Louisa. Dans le ciel au-dessus d'eux, des notes en forme d'aile. Élise se baissa pour être à la hauteur de leurs yeux. « Comment tu appelles celui-là » Emma haussa les épaules. « Notre famille. » Ni Élise ni Henri ne répondirent tout de suite, mais la vérité de ce mot « famille » s'enfonça profondément dans l'espace entre eux. Pas parce que c'était soudain, mais parce que ça avait toujours été là, se formant note après note. De retour à Fort Ridgeline, la salle des épaves avait changé. Ce qui était autrefois une pièce calme et oubliée s'appelait désormais la salle d'écoute, officiellement rebaptisée et reconnue par le commandement. Le piano de Louisa était toujours au centre, décoré de guirlandes de lumière blanches et chaudes. Le long du mur du fond, le mur des échos s'étendait encore plus loin, dépassant maintenant son cadre d'origine. Les gens continuaient d'envoyer des étiquettes, des photos, des lettres, voire des morceaux d'uniforme et des programmes de services commémoratifs. Un musée d'Austin a demandé ça, ils pouvaient le reproduire pour une exposition nationale. Élise a refusé. Cela n'a pas sa place dans un musée. Elle a dit que cela devait être là où les gens peuvent le toucher, y ajouter quelque chose, s'en servir pour guérir. Walter, avec l'aide d'Emma, a donc construit 2 autres murs, un pour voyager, l'autre pour rester. À la fin de l'automne, Élise a reçu une lettre postée depuis son ancien foyer d'accueil. À l'intérieur, il y avait une photo qu'elle n'avait pas vue depuis 20 ans. Elle avait 10 ans et jouait d'un piano droit abîmé avec ses 2 mains, tandis qu'une autre fille se tenait derrière elle et battait la mesure en applaudissant. La lettre n'était pas signée, mais la dernière ligne disait « Tu n'étais pas la seule à avoir appris à te taire. Merci d'avoir aidé les autres à faire à nouveau du bruit. » Elle la plia soigneusement et la glissa dans le mur des échos, entre 2 plaques d'identité. Puis elle s'assit à côté de Louisa, ferma les yeux et commença à jouer quelque chose de nouveau. Un soir, après un concert à Nashville,
Henri se tenait à côté d'Élise devant un restaurant qui avait autrefois accueilli Johnny Cash. Le ciel était couvert d'étoiles violettes. « Tu as déjà pensé à l'enregistrer » lui demanda-t-il. L'album? Elle acquiesça en pensant aux histoires, les vraies, celles des gens qui avaient contribué au mur. Henri sourit. On pourrait l'appeler « chanson de la salle d'écoute ». Elle sourit. C'est parfait. Il hésita. Et on pourrait peut-être trouver un endroit où s'installer entre deux concerts. Quelque chose avec un porche. Toi, moi, Emma. Une vraie maison. Élise se tourna lentement vers lui. « Tu es sérieux ?» Il ne dit rien. Il l'embrassa doucement, comme la ponctuation à la fin d'une longue phrase qui prenait enfin tout son sens. La dernière scène était simple. Pas de scène, pas de fanfare, juste Élise assise au piano avec Emma endormie sur le sol à côté d'elle, recroquevillée sous une couverture brodée des mots « L'espoir chante doucement ». Henri préparait le thé dans un coin, fredonnant la mélodie. Et tandis qu'elle jouait, elle jeta un coup d'œil à une petite pile de lettres empilées à côté du banc des lettres de soldats, de veuves, d'enfants, de médecins. Elle ouvrit la première et lut la première ligne. « Je ne savais pas que j'avais le droit de ressentir ça avant d'entendre ta voix. » Élise toucha à nouveau les touches et la musique s'éleva. Car même si la tournée prendrait fin un jour, que les scènes seraient un vide et les chaises repliées, la voix resterait. Pas seulement la sienne, mais celle de tous les autres. Et elle continuerait de chanter dans le silence, dans les échos, dans les pièces qui les avaient autrefois cachées. Si cette histoire t'a touché le cœur, on aimerait savoir d'où tu la regardes. Indique ta ville ou ton pays dans les commentaires. On est toujours étonné de voir comment la musique, la gentillesse et les deuxièmes chances peuvent connecter les gens à travers le monde. Et si tu ne l'as pas encore fait, on t'invite à t'abonner. Ici, on partage des histoires qui célèbrent la guérison, la force tranquille et le pouvoir inattendu de faire le bien, même quand personne ne regarde. Du fond du cœur, merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. On espère que cette histoire t'a apporté la paix, la réflexion et peut-être un peu d'espoir. Jusqu'à la prochaine fois, reste gentil, reste humain et n'arrête jamais d'écouter les voix discrètes qui comptent le plus.